On va parler de ces IPO qui semblent revenir sur le devant de l'actualité. On en parle de plus en plus d'entreprises à forte croissance choisissent l'IPO. Est-ce que c'est une nouvelle tendance ou pas? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Louis-Adrien, vous travaillez sur la France et la Belgique. Est-ce que vous constatez la même tendance en France aujourd'hui? Alors, 2019 a été une année, même jusqu'au premier trimestre 2020, a été une année meilleure que 2018. Après, faut bien séparer les deux sortes d'IPO qu'on a vues dans ces chiffres de volume. Vous avez les IPO secondaires qui sont plus des sorties avec la Française des Jeux, Verallia, et c'est pas de là qu'on discute aujourd'hui, et les IPO primaires de levée de fonds. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Robert, c'est que c'est la vision de long terme de l'investissement. Investir dans une IPO en croissance, c'est d'abord investir dans une equity story qui va être long terme, et chercher du financement en bourse, ça va être plutôt sur du long terme. Donc l'investisseur, si je me mets côté investisseur, l'investisseur doit avoir cette vision long terme et bien sûr cette vision de risque. Quand on regarde un fonds de venture capital qui rentre dans une start-up ou une scale-up, il va demander des taux de retour très importants parce qu'il sait qu'associé à ça, il y a des risques. Et donc, je pense qu'il faut bien mettre ça en perspective du risque. Et plus rapide, donc on reparle à ce moment-là d'une incidence sectorielle du recours ou non à l'IPO. Alors, sectoriel ou du projet. Après, l'IPO vous permet quand même une certaine agilité. Monsieur, au début de l'émission, a aussi expliqué qu'on enlevait les privilèges. Un fonds va être un partenaire stratégique qui est quelquefois intéressant, mais qui va bien sûr avoir un droit de regard très important sur votre gestion. Une IPO vous permet d'avoir différents investisseurs qui chacun ont peut-être un petit peu moins de pouvoir, même si la liquidité de certaines IPO font que certains investisseurs ont plus de pouvoir. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que toutes les requirements, enfin les obligations qu'on doit mettre en place pour une IPO, déjà on en met beaucoup en place aussi quand on fait un deal, j'allais dire privé à privé. Ça permet quand même de bien se poser la question de la solidité de notre histoire. Et après, ça nous donne un accès au financement beaucoup plus simple. Une fois que vous avez fait une IPO, vous avez... Grâce à la transparence générée par l'IPO et la gouvernance. Voilà, et la gouvernance. Ouais. Louis-Adrien, justement, sur cette diversification dont parlait Raphaël Abou. Déjà pour rebondir sur ce qu'a dit Robert et pour ce qu'on dit depuis le départ, en fait, investir dans une société cotée qui est une biotech ou une scale-up en phase de développement, ce n'est pas plus risqué qu'investir dans la même société non cotée. Donc les notions de risque sont les mêmes. Après, ce que disait Raphaël, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est qu'il y a eu sur les 10 dernières IPO, 10 IPO depuis 2010, finalement, il n'y en a que très peu qui ont réussi. Je pense que c'est le principe du venture capitalisme. Quand on investit sur un essai clinique qui va sortir des produits dans 3 à 4 ans, il y a forcément un risque. Et ce n'est pas l'IPO qui est, pour l'investisseur, plus dangereuse. C'est la classe d'actifs qui est risquée. Après, sur la diversification, ce qu'il faut recommander aux investisseurs, et surtout aux investisseurs privés, c'est ne pas, bien sûr, mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est le principe de la finance. Et c'est d'avoir à côté de ça des actions ou des produits financiers qui donnent un rendement plus stable, plus bas, mais sans risque. Et c'est la diversification qui va permettre d'abaisser ce risque. Mais je ne pense pas que ce soit le caractère public ou coté de la société qui en fasse un process plus risqué. C'est juste la nature du business pour lequel on recherche du capital. Louis-Adrien, les critères pour revenir sur la dernière question, je pense que les particuliers auront plus tendance à aller vers des IPO secondaires, donc des gros groupes qui se cotent après, comme l'a dit Raphaël, plusieurs tours de financement. Sur les scale-up start-up, on s'adresse aux deux, avec encore une fois la limite du risque et la diversification. Moi, je vais plutôt... je vais dans le sens de Raphaël, avec peut-être une chose en plus, c'est peut-être deux visions différentes. Quand vous allez voir un venture capitaliste, vous allez voir quelqu'un qui va vous aider à la fois à vous financer, mais qui va aussi vous aider à vous structurer. On peut parler de smart money dans ce cas-là. Voilà, et dans l'autre sens, vous avez aussi de la smart money, puisqu'il y a aussi des industriels, mais vous avez une certaine liberté. Donc je pense, et je rejoins Raphaël là-dessus, en fonction de la maturité de votre projet, vous ne mettrez jamais en IPO une société qu'on appelle en seed, qui se développe vraiment. Donc il y a aussi peut-être une phase, et je pense que la maturité est importante. Après l'IPO,
encore une fois, moi je défends le sujet et c'est pas antinomique. Je travaille avec beaucoup de fonds et c'est pas du tout l'idée de dire que l'IPO est mieux ou que le fonds est moins bien. Mais l'IPO derrière et la réglementation qu'on vous impose comptable vous permet d'avoir une agilité, une connaissance de votre société, une gouvernance qui est importante pour les multiples levées de fonds derrière. C'est aussi quelque chose d'intéressant.